Jean-Luc Schaffhauser est notre rapporteur. Je vous invite à prendre la parole. J'ai 5 minutes, je crois, Président. Oui, I have 5 minutes, OK. Oui, Président, le sujet qui nous préoccupe est un sujet important. Il concerne l'avenir de nos entreprises, l'avenir de notre compétitivité européenne également dans les e-technologies, de milliers d'emplois, de millions d'emplois, et évidemment également de la science, puisque l'initiative européenne sur l'informatique en nuage traite aussi de la science, bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe. Je me suis donc préoccupé par une approche qui consistait à dire comment partir des points forts que nous avons en Europe. Car nous sommes en Europe pas dépourvus d'entreprises. Nous avons une première société du cloud européen qui s'appelle OVH. Nous avons également une société des microprocesseurs. Et nous avons, par exemple, que la Chine n'a pas. La Chine ne produit pas les microprocesseurs qu'elle utilise. Et nous avons également des sociétés de logiciels. Et puis nous sommes le pays, l'Europe, enfin le continent, qui a mis en avant Linux. Il m'apparaissait donc important que si nous voulons nous préoccuper de mettre en place une économie compétitive des données et de la connaissance, on parte des points forts européens, et en particulier des entreprises européennes. J'ai été pour le moins étonné que le travail que je me suis donné en écoutant ces entreprises qui sont leaders dans leur secteur, ce travail, la Commission ne l'a pas fait. Et j'ai été pour le moins étonné également que l'enquête que j'ai menée auprès de différents opérateurs en matière de sciences et de sciences ouvertes, je pense, pour les citer quand même, à quelqu'un qui a été le responsable auprès de l'Institut Pasteur, un deuxième qui a été le directeur scientifique, qui est toujours le directeur scientifique de la première société aéronautique européenne, que, après les avoir écoutés, je n'ai pas du tout la même notion de l'open science que la Commission peut avoir. Je me suis donc préoccupé pourquoi la Commission en arrive là. Comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à interroger les sociétés européennes et comment se fait-il qu'elle n'arrive même pas à avoir une vision exacte de la recherche et de la science après enquête plutôt orientée, certes, mais vers des opérateurs très connus. Eh bien, cela tient, en fin de compte, à une manière de fonctionner. Au-delà du talent que peuvent avoir les collègues de la Commission, cette incapacité de sortir de la bulle européenne pour simplement obéir aux lobbyistes qui sont autour de Bruxelles, dans une stratégie faite par des lobbyistes, sans avoir comme préoccupation première l'industrie, la recherche européenne, la capacité demain d'être leader parmi les leaders mondiaux dans ce secteur, font que la Commission s'est très gravement trompée dans son rapport. Rapidement, puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, l'open science, déjà, les scientifiques disent que cette science est ouverte dans la coopération académique et qu'il ne s'agit pas d'en rajouter, cela existe déjà. L'interopérabilité, certes, il faut la faire, mais quand vous écoutez les responsables de la sécurité en Allemagne, informatique ou en France, vous vous rendrez compte que cette interopérabilité passe aussi par des systèmes nationaux extrêmement résilients et par le fait qu'il y ait une maîtrise nationale. Donc il n'y a pas opposition entre nations, interopérabilité et marché européen. Il suffit d'interroger les compétences nationales dans ce domaine. Calcul à haute performance,
Vous vous rendez compte que le calcul à haute performance n'est même pas utilisé par les sociétés les plus performantes? Je parle de ADS, je parle de Dassault qui fait des sous-marins nucléaires, y compris pour... Et que nous nous sommes mis dans un marché à niche, alors que nous ne nous préoccupons pas du premier marché que celui du microprocesseur, qui, lorsque nous ne le soutiendrons plus, un marché de 300 milliards, risque de disparaître en Europe. Nous risquons de ne plus avoir de sociétés qui fabriquent les microprocesseurs, alors que nous nous préoccupons de calcul à haute performance. Et ce n'est pas du tout du même ordre. Logiciel et gouvernance, je finis, Monsieur le Président. Logiciel, évidemment qu'il faut mettre en avant la solution Linux, et gouvernance, évidemment, je pense qu'il faut une révolution sur la donnée. La donnée appartient à celui qui la fournit, et celui qui l'utilise pour l'exploiter doit en faire bénéficier celui qui la fournit sous une forme ou une autre. Et celui qui fournit la donnée reste propriétaire de la donnée. Donc, je pense qu'il faut repenser absolument la méthode de la Commission. Mon rapport est très critique, je suis d'accord avec vous, mais il est l'objet, et je le tiens actuellement en français, et vous pouvez l'avoir également en anglais, il est la suite des enquêtes que nous avons menées et des auditions que je tiens à votre disposition. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bard, au nom du PPE. Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'avoue que je suis réellement déçu de ce rapport qui vient nous être présenté par Jean-Luc Schaffhauser. Je pense que ça n'a pas vraiment trait à la proposition de communication, parce que cette communication ne porte pas sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs en Europe, la sécurité d'approvisionnement dans des matières premières critiques, des métaux rares par exemple. Cela ne cite pas non plus le logiciel Linux comme étant un des plus sûrs pour l'Europe. Je ne partage pas non plus les recommandations qui sont formulées par rapport à un rejet total de la communication de la Commission. Alors abordons, si vous le voulez bien, le fond de la communication telle qu'elle est proposée. Mais pour ce faire, je pense que nous devons remettre sur la table un certain nombre de problèmes essentiels, notamment l'intérêt de l'innovation. Pourquoi l'innovation est-elle aussi importante pour l'Europe? Mais tout simplement parce que c'est la seule façon pour l'Union européenne de garantir un nouvel avantage compétitif pour l'Europe dans une économie mondialisée. Cela a permis de garantir les perspectives de bonne qualité de vie pour nos citoyens. Le nouvel écosystème en matière d'innovation s'impose et il est de notre devoir d'unir nos efforts au niveau national et d'investir dans un effort commun au niveau européen pour modifier la perspective en la matière. Cette initiative européenne en nuage est donc tout à fait indispensable. Elle doit reposer sur les infrastructures de données européennes, doit être liée à cette infrastructure, et ce, si nous voulons percevoir les fruits et les avantages de cette informatique en nuage européenne, l'open science. Alors, il faut avant tout comprendre l'importance du développement des données. Il faut bien comprendre l'utilisation des données ouvertes. Très souvent, ce sont les fonds publics qui financent ce type d'initiative dans le contexte de recherche financée par le secteur public. Nous devons également garantir le respect de la vie privée et autant d'éléments qui pourront nous permettre d'aboutir dans un certain nombre de secteurs. Il faut également comprendre le fait que l'ouverture, c'est une valeur. L'ouverture n'est pas une menace, et ce, dans tous les secteurs, notamment dans le domaine scientifique. La connaissance qui vient s'ajouter à la connaissance est susceptible d'aboutir à une connaissance comportant une valeur ajoutée. Et c'est là un élément clé si l'on veut garantir le développement économique et de meilleures conditions de vie pour nos citoyens. Il faut également bien comprendre que les données massives, les données ouvertes, ne sont pas liées ou ne dépendent pas des intérêts des puissances non européennes. C'est ce que l'on peut lire dans ce projet de rapport. Je pense bien au contraire qu'il faut ouvrir les données pour nous en tant
tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, en tant que scientifique. Naturellement, des réglementations doivent être mises en place et nous devons travailler à cette réglementation. Mais je ne partage pas la proposition figurant dans ce projet de rapport qui semble dire qu'une fragmentation des données est susceptible de garantir la résilience numérique. Je pense également que nous devons comprendre le fait qu'il faut soutenir le développement scientifique européen. Nous devons, pour ce faire, utiliser le programme Horizon 2020 et ce, à un rythme accéléré par rapport à ce qui est proposé par la Commission. Nous devons garantir la participation de toutes les parties prenantes et, ce faisant, obtenir le soutien clair de toutes les sources financières européennes. Je pense que c'est la seule façon pour nous d'éviter le risque de voir notre recherche exploitée en dehors de l'Union. Et le projet de rapport insiste sur ce point. Mais il y a malgré tout une contradiction entre essayer d'éviter ce risque de cette manière et le rejet total de la solution européenne de la science annuelle. Il faut... Interruption du président. Mais vous avez encore... Plusieurs points, monsieur, à nous présenter. Combien de points? Oui, concluez en une phrase alors. Il est tard déjà. Une seule phrase. Oui, je comprends, monsieur le président. Nous avons des règles à respecter. Je vous en prie, concluez. Vous avez la possibilité de conclure et de nous parler de votre 5e point. Un point encore. Mais je pense que même au Moyen-Âge, la science était déjà européenne et elle a créé une valeur ajoutée, notamment au sein des universités. Et à l'époque, c'était sans doute encore plus important que ce qui n'apparaît aujourd'hui dans la proposition du rapporteur auquel je présenterai des amendements. Merci. Cher collègue Nica, au nom du SCD. Merci, Président. Alors, je le dis d'emblée, je vais soutenir la proposition de la Commission pour une raison très simple. Il est nécessaire d'avoir un outil décisionnel au niveau de l'Union européenne, soutenant de façon univoque l'initiative de nuages européens. Il faut prendre en compte les questions de protection des données, et à ce titre, il vaut mieux avoir un nuage dans l'Union européenne plutôt que de l'avoir aux États-Unis, où les conditions ne sont pas remplies en termes de protection des données à caractère personnel. Et pour ceux qui sont concernés par le développement de l'industrie du numérique en Europe, il vaut mieux développer ce système d'infonuage ici, car on aurait des investissements dans notre grande base de données et on aurait l'application de technologies qui représentent l'état de l'art. De plus, il faudrait que l'on puisse parler de super ordinateurs. Là aussi, c'est une priorité, car si l'on prend en compte le nombre de superordinateurs présents dans le monde, combien d'entre eux se trouvent en Europe? On ne peut pas être ravi, ni même fier. Et c'est pour cela, pour toutes ces raisons, qu'il nous faut cette initiative, soutenant l'idée d'un nuage européen. Et ce sera un signal très fort qui sera envoyé, un signal pour ceux qui pensent que l'industrie du numérique devrait fournir une plateforme pour les administrations publiques et locales. Ce serait mieux pour nos systèmes de comptabilité et nos systèmes de gestion du personnel si on avait un infonuage centralisé plutôt que de dépenser de l'argent pour des applications qui sont redondantes. Et puis, ce serait plus sûr de localiser cet infonuage sur le territoire européen de façon à ce qu'il y ait une supervision directe de celui-ci. Il y aurait donc des dispositions légales européennes beaucoup plus strictes que les dispositions Safe Harbor. Pour toutes ces raisons, c'est une initiative que nous allons soutenir car elle représente un message très fort envoyé à l'industrie informatique européenne, notamment en ce qui concerne les questions de communication. Cela montre que l'Europe fixe un cap très clair en matière de technologie qui représente l'état de l'art. Et il faut éviter que l'Europe ne soit à la traîne. Merci pour ce message fort et clair. Au nom de l'ALDE, de l'ECR, M. Fox. Merci, Président. Merci à M. Boni et à M. Nica pour leur contribution. Je me ferai un plaisir de collaborer avec eux. C'est notre devoir, en tant que député, d'analyser les propositions et de demander des comptes à la Commission. Et nous avons pour responsabilité d'étudier l'impact de ces propositions.
par exemple la proposition sur l'initiative de nuages européens et d'évaluer son bien fondé pour les contribuables européens. Je suis déçu, car ce texte présenté par le rapporteur ne nous permet pas d'examiner ce texte. Pourquoi? Car ce texte ne se concentre pas sur le fond de la communication de la Commission et ne permet pas à la Commission d'avoir un point de départ lui permettant de travailler. Très honnêtement, j'ai l'impression que ça a été rédigé de façon à ce que le Front National puisse publier un communiqué de presse lors des élections à venir. Les références dans l'exposé des motifs des oligopoles étrangères, le ton protectionniste et agressif, tout cela, c'est tout à fait gratuit. À mon avis, les rapporteurs fictifs feraient mieux de déposer des amendements supprimant l'ensemble du rapport et que nous, rapporteurs fictifs, nous rédigions un nouveau rapport. Je vais vous dire quelles sont mes remarques concernant le texte de la Commission. Je me félicite de ce projet et je suis d'accord avec le développement d'un nuage informatique pour la science au niveau européen. Cela donnera un environnement de collaboration pour la communauté scientifique et cela permettra de rassembler les données obtenues grâce au programme Horizon 2020. Cette initiative est bonne. Toutefois, il faut trouver un équilibre entre les préoccupations de protection des données et le partage des données. Les règles en matière de protection des données en vigueur doivent être respectées. Le monde numérique est sans frontières et par conséquent, lorsqu'on se pose la question de la norme à fixer, il est important de travailler avec des partenaires internationaux. Cela étant dit, je ne suis pas convaincu qu'il revienne à la Commission de fixer ces normes internationales. Je remets en cause un point. Le texte de la Commission traite-t-il des besoins de l'industrie? Avec l'infonuage, il faut créer un environnement permettant aux innovateurs de se concurrencer les uns les autres et il faut répondre aux besoins du marché et aux besoins de l'industrie. Il ne revient pas à la Commission de choisir les gagnants car la Commission faillirait à choisir le cheval gagnant. Pour ce qui est des infrastructures de données, l'industrie a été demandeuse. Nous dit-on, mais est-ce que, en allant dans ce sens, on utiliserait au mieux l'argent du contribuable européen? Je vois que votre lumière clignote. Je conclus et je vais travailler avec mes collègues pour modifier ce rapport. Merci. 3 minutes. Désolé, vous aviez 3 minutes. On a fait une petite erreur. Vous étiez dans les temps. Madame Van Nieuwenhuizen. On behalf of ALDE. Pour l'ALDE. Je vous en prie. Thank you very much, Mr. Chair. Merci, Président. Moi, je suis une personne positive, Président. Quand je lis un rapport, j'essaie de me concentrer sur le positif. Mais dans ce cas, c'était assez difficile. Tout ce que j'ai trouvé de positif, c'est que le rapporteur fait preuve d'enthousiasme. Mais je crois que j'en resterai là. Parce que, bon, ce matin, nous avons eu un débat sur la numérisation de l'industrie. Et j'ai dit que nous ne vivions pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Il y a beaucoup de nouveautés simultanément. L'impression 3D, les objets connectés, l'intelligence artificielle, tout cela arrive en même temps. Et tout cela, ça implique beaucoup de données. Donc si nous voulons saisir ces occasions qui se présentent, nous devons pouvoir traiter ces données. Il faut faire un saut quantique au plan technologique. Je suis ravi de ces initiatives emblématiques. Je trouve très bien ces programmes. Il faut avoir plus d'investissement dans les infrastructures et dans le nuage. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on mette en place des conditions nécessaires à cela. Pas simplement pour les grandes entreprises, qui sont très impliquées, mais aussi pour beaucoup de PME qui pourraient utiliser le cloud de différentes façons, avec des programmes qu'ils peuvent payer pour être tous actifs au même endroit. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait plus investir, nous concentrer sur plus de choses. Il y a aussi la technologie des blockchains qui peut fonctionner dans le nuage. C'est une nouvelle technologie très prometteuse.
Il faut susciter les PME, les sensibiliser. Nous avons besoin d'elles pour créer la croissance et l'emploi que nous appelons de nos voeux. Mais pour que cela soit possible, il faut laisser le secteur privé jouer le rôle de facilitateur et il nous faut créer les bonnes conditions préalables. Il faut stimuler la demande, se concentrer sur la connectivité. Nous voulons tous cette société gigabyte et si nous parlons de gigabyte, eh bien, moi je suis prête à jouer mon rôle. Thank you very much, Madame Nieuwenhuizen. Merci, Madame Nieuwenhuizen. Merci de ces remarques. Pour la GUE, Madame Mathias. Obrigada. Merci. Merci, Président. S'agissant de cette question, la première question à poser est de savoir si effectivement la communauté scientifique et la communauté des connaissances considèrent qu'il faut qu'il y ait une initiative européenne sur l'infonuage. Cette nécessité existe, elle a été reconnue par le secteur de l'entreprise, par la communauté scientifique et lorsqu'on parle d'Union européenne, on parle d'une des régions au monde où la recherche et le développement, l'acquisition des connaissances jouent un rôle central. Et on y retrouve une grande partie de ce qui est fait au niveau mondial. Et par conséquent, ça n'a pas le sens de ne pas avoir une initiative européenne, car l'inexistence de cette initiative européenne a pour conséquence que les données produites au niveau européen dans le domaine de la recherche ou dans le domaine industriel sont traitées ailleurs. Et par conséquent, les chercheurs vont vers cet ailleurs de façon à pouvoir traiter et à stocker les données de façon plus immédiate, sûre et efficace. Et donc, selon moi, l'existence d'ordinateurs de haute performance au niveau européen force à avoir des infrastructures dans l'Union européenne, car souvent on ne sait pas où se trouvent ces structures, et cela ne nous permet pas de respecter un ensemble de normes qui inquiètent de nombreux collègues, qui concernent la confidentialité par exemple, qui concernent la collecte et le partage de données sensibles. Si on prend par exemple les questions liées à l'information militaire, il s'agit d'informations sensibles, et cela ne permet pas de contrôler les différentes entités qui sont impliquées. Et par conséquent, je considère que la création du nuage européen pour la science ouverte, c'est une nécessité. Et cela vaut également pour une infrastructure de données européenne financée sur fonds publics européens, comme Horizon 2020 et d'autres sources de financement, ce qui permettrait aux scientifiques européens de tirer le plein parti des données scientifiques se fondant sur les données. Alors on ne peut pas d'emblée choisir les gagnants. Et c'est une dimension fondamentale de tout ce processus. Et c'est quelque chose que je dis à l'adresse de la Commission. Il faut avoir la garantie que l'accès et le partage des données existera et que ça sera gratuit pour tous les opérateurs de la communauté scientifique et dans le secteur de l'entreprise, au PME, et qu'il y aura disponibilité de ces données pour les institutions de recherche. Et puis, il faut garantir également la sauvegarde de la protection des données à caractère personnel, conformément au droit européen, mais en outre, il faudra garantir le maintien de l'intérêt public et de l'autorité publique, notamment en ce qui a trait à la sécurité, car on utilise des fonds publics, et si on utilise des fonds publics, alors l'intérêt public doit être lui aussi garanti in fine. Thank you very much, Madame, for your... Merci, Madame. Merci de ces observations. Alors, nous avons sur notre liste 5 autres orateurs. Madame Callas, tout d'abord. Je vous remercie. Ce rapport me semble pour le moins étonnant. Il est contradictoire à maints égards. Tout d'abord, on rejette la proposition de la Commission dans ce rapport, mais parallèlement,
on demande un grand nombre d'initiatives au niveau européen. On encourage des synergies dans le domaine des prestataires de services en nuage. On propose l'intégration des chaînes d'assemblage ou une préférence européenne en matière d'échange. Donc, c'est tout à fait pro-européen et je ne suis pas sûre que le rapporteur soit conscient de cette contradiction. Il y en a une autre d'ailleurs qui vient se greffer à cela. On parle du système Linux, mais il faut savoir que le succès de Linux est dû au fait qu'il s'agit d'un système ouvert. Partout dans le monde, on peut réactualiser le système, le remettre à jour, l'améliorer, et donc là encore, on est confronté à une contradiction totale par rapport à ce qui figure dans ce projet. Maintenant, ceci dit, s'agissant de l'initiative de la Commission, je crois qu'il faut essayer d'établir des passerelles par rapport à ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas pour nous de mettre en place un élément tout à fait nouveau. En ce qui concerne la protection des données, l'interopérabilité, je pense qu'il faut utiliser un certain nombre d'éléments, l'identité numérique, la signature numérique, et on sait que les États membres sont en cours de mise en œuvre des dispositions en la matière. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous dire que je partage l'étonnement de mes collègues face aux contradictions que l'on trouve effectivement à la lecture de ce rapport. En ce qui me concerne, je pense que l'Europe doit prendre toute sa place dans le traitement des données de tous les domaines, dans tous les domaines scientifiques et que d'autres continents avancent rapidement, que nous n'avons pas de temps à perdre. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'article 1 qui s'appuie en plus sur des analyses erronées certainement et notamment d'une appréciation fausse de l'importance du calcul à haute performance, HPC en anglais. La simulation numérique qui fait appel à ce calcul est en effet indispensable aux communautés scientifiques européennes et forcément à la dynamique de l'industrie européenne. Je ne vais pas balayer tous les points qui me paraissent surprenants, mais dans le point 11, là aussi, cela me pose problème, car on semble recommander d'abandonner le HPC, dont l'économie réelle dépend, au profit de technologies dont le degré de maturité actuel ne garantit pas du tout d'avoir le même potentiel et de permettre le même développement et d'avoir le même impact économique. Donc je pense que vraiment il faut être extrêmement vigilant sur les recommandations que nous voulons faire, car l'objectif c'est que l'Europe puisse être indépendante sur le plan technologique pour éviter que nous soyons privés d'un savoir-faire qui est un savoir-faire véritablement stratégique. Je pense que nous n'avons pas de retard à prendre dans ce domaine. C'est pour cela que je m'interroge vraiment sur ce rapport. Merci. Thank you very much. Merci. Monsieur Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Merci, Président. Je tiens à remercier mon collègue Bonnet, car il a mis le doigt sur les vraies questions. Il faut absolument que l'on se prépare à ce nouveau monde virtuel qui nous regarde dans le miroir. Ce sont des algorithmes qui décident du fonctionnement des infonuages. Si l'on souhaite pouvoir comprendre l'infonuage, alors il faut qu'on ait une nouvelle plateforme, Horizon 2020, une plateforme habilitatrice nous permettant de mieux s'y retrouver dans ce monde virtuel. Alors, dans ce monde virtuel, je suis un analphabète. Je ne suis pas un programmateur, je ne peux pas coder, je ne comprends pas le langage informatique. Je pense que l'Europe aurait plus de compétences avec cet infonuage pour la science ouverte. Il y aura un nouveau partage des connaissances et l'on pourrait à nouveau collecter les données nous-mêmes. Ce sont nos propres données.
Et à partir de cette masse de données, on pourra tirer toute une série de conclusions et ainsi acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. C'est ça qui est en jeu. Avec ce nuage de la science ouverte au niveau européen, on souhaite qu'il y ait un exemple montrant que en Europe, on peut analyser nos propres données, on peut les structurer et on peut tirer les conclusions qui s'imposent. Et on n'a pas à compter sur le reste du monde. Je pense que c'est une compétence clé, c'est la propriété européenne et donc il faut administrer cette propriété européenne seule. Thank you very much, colleague. Merci, chers collègues. Madame De Castillo, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, inéluctablement, ce projet de rapport déchaîne un certain nombre d'éléments lorsque l'on part d'un premier considérant qui dit que les initiatives de la Commission vont dans le sens des services de renseignement américains qui veulent défendre au maximum l'ouverture des données scientifiques pour maintenir un certain leadership. Et là, tout s'enchaîne, c'est une véritable cascade. Il y a également cette question de l'organisme chargé des domaines, l'ICANN, et qui a fait l'objet d'une transformation majeure. Et le président actuel, Göran Marvin, était jusqu'à l'année dernière le président de BEREC. Alors, c'est un manifeste politique. Mais si on avait voulu aller dans ce sens, on aurait pu peut-être aller plus loin. Si maintenant on essaie de défricher le terrain et de faire un peu plus de clarté par rapport à toutes ces propositions empreintes d'une certaine vision idéologique, on pourrait aboutir à un certain nombre d'éléments qui auraient pu être exploités au cours du débat. Mais tout est truffé de ce type de déclaration, de ce type d'affirmation idéologique, et c'est un peu une occasion perdue. Bref, il faut aller de l'avant, mais dans ce type de rapport, lorsqu'il s'agit de données ouvertes, notamment liées à la recherche scientifique, on se trouve confronté à un problème d'infrastructure. Il faut faire face à ces défis auxquels nous sommes confrontés, notamment dans le cadre des ordinateurs de haute précision. Il y a également un problème d'interopérabilité, un problème de fragmentation. Autant d'éléments qui sont essentiels, qui doivent être abordés ici si l'on veut maximiser au maximum toute cette quantité de données d'excellente qualité produites par le monde scientifique européen. Merci. Thank you very much. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non, ça ne semble pas être le cas. Je me tourne alors vers la Commission. DG Connect. Monsieur Thomas Skordas, directeur, je vous en prie. Thank you very much. Merci. Merci de ce projet de rapport sur l'initiative en nuage. Nous regrettons que vous envisagiez de refuser ou de rejeter cette initiative, alors pourtant qu'il y a entre nous un certain nombre de coïncidences de vues. Big Data, c'est un élément essentiel de l'économie qui joue un rôle essentiel dans la chaîne de valeur. Un grand nombre d'entreprises européennes et le milieu de la recherche ne commencent qu'aujourd'hui à bien comprendre qu'il faut exploiter à fond le potentiel lié à ces données. Nous partageons les préoccupations que vous avez liées aux effets négatifs de voir la recherche européenne ne pas être en mesure d'exploiter toutes les données. L'Europe est le plus grand producteur de données scientifiques dans le monde aujourd'hui. Et parallèlement, les données produites en Europe sont très souvent traitées ailleurs. Et les chercheurs européens, les innovateurs européens ont tendance à se délocaliser, à quitter l'Europe pour aller dans des pays dans lesquels les capacités informatiques sont disponibles et mieux que sur le territoire européen. Cette initiative en nuage vise précisément à gérer cette question et à lever les obstacles. On part du principe qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de conditions, notamment s'agissant de l'accès aux données. Nous voulons nous montrer aussi ouverts que possible et aussi fermés que cela ne s'avérera nécessaire. L'Europe doit mettre en place un système informatique HPC, des capacités HPC de haut niveau. Nous devons mettre l'accent sur la connectivité à large bande. Nous devons relier les services entre eux. C'est essentiel pour le monde scientifique européen, mais également pour
l'industrie, de même que pour le secteur public. Et c'est précisément ce que nous proposons dans cette communication. Le HPC nous permet de garantir la résilience de données de qualité et avec une certaine exactitude. C'est critique pour la numérisation de l'industrie européenne et c'est un facteur clé pour l'innovation et la compétitivité. Cela va dans le sens du progrès, puisque ces secteurs peuvent accroître la valeur de leurs services, notamment dans le domaine de l'informatique et de nouvelles sciences, nouvelles entreprises, nouvelles applications. Alors peut-être pourrais-je vous citer un exemple, entre autres. Grâce aux simulations reposant sur l'HPC, l'industrie automobile a réduit le temps nécessaire pour développer de nouvelles plateformes de véhicules. On passe de 60 à 24 mois, tout en améliorant le confort et la sécurité des véhicules automobiles. Idem dans le monde médical. On peut dépister très rapidement les mutations génétiques qui sont responsables du déclenchement de tumeurs. Et une journée de temps informatique était nécessaire auparavant pour dépister un certain nombre de mutations génétiques. Et grâce à ce type de calcul, le traitement est possible. Alors manifestement, aucun État membre seul ne peut disposer de ressources nécessaires pour mettre au point ces systèmes HPC en restant compétitifs par rapport aux États-Unis ou au Japon. Cela implique des investissements massifs dans le soutien de ce type d'industrie et cela implique également la mise en place d'écosystèmes nationaux HPC. D'où l'intérêt de cette initiative européenne en nuage dans laquelle la Commission propose la mise en place d'un écosystème HPC de données et qui sera axé sur un certain nombre d'équipements à la pointe de par le monde qui reposera sur une technologie européenne et notamment sur le développement de processeurs européens. Les services HPC seront sûrs et dans le droit fil des règles en matière de respect de la vie privée. Comme le rapport le souligne, des synergies sont nécessaires et je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des superordinateurs, il s'agit de tenir compte de la convergence des HPC, des big data et de technologies en nuage. L'objectif ici est de garantir la mise en place d'un écosystème d'innovation en Europe liant le hardware, le software, les algorithmes, l'application, les services et les interconnexions avec les entreprises européennes. Tout ceci repose d'une approche permettant de tisser des liens entre les utilisateurs et les prestataires et cela contribuera à renforcer les capacités et la compétitivité industrielle de l'Union européenne. C'est là une portée essentielle d'un projet européen commun et qui permet la participation d'un certain nombre d'entreprises européennes. Nous partageons la position par rapport au calcul quantique. Le marché de l'avenir pour différentes technologies quantiques sera significatif. C'est ainsi que déjà en 2020, les communications quantiques pourraient dépasser un marché d'1 milliard avec une croissance estimée de l'ordre de 20% par an. Par conséquent, la Commission a l'ambition d'exploiter tout le potentiel de ce type de technologie en lançant une initiative phare, ambitieuse et à très long terme qui permettra d'exploiter à fond le potentiel de ces technologies, d'accélérer leur développement et de permettre leur accès aux utilisateurs privés et publics. Nous souhaitons bien entendu poursuivre le débat avec vous sur ce sujet. Nous sommes à votre disposition si vous voulez revoir la question pour aboutir à un rapport constructif. Merci. Merci aux représentants de la Commission. Merci de vos observations, de vos réponses. Vous avez parfaitement respecté votre temps de parole. Monsieur le rapporteur. Conclusion? Combien de temps, Président? How much time? 3 minutes. Thank you. For summarizing. Je répondrai d'abord à la Commission, le dernier qui a parlé, parce que quelquefois j'ai l'impression que mes collègues n'ont pas lu le rapport et que la réalité est renvoyée à plus tard, car ce rapport est issu non pas d'un point de vue subjectif ou personnel ou partisan ou idéologique, il est la suite d'un certain nombre d'auditions faites par les spécialistes en la matière et il ne fait que reprendre ce que les spécialistes pensent. Donc je préfère encore parler à la Commission que parler avec ceux qui ne travaillent pas et se prétendent de donner des leçons. En ce qui concerne la Commission, je tiens à souligner que le big data, en ce qui concerne la Commission, je tiens à souligner que le big data et le traité en Europe ne pourraient être faits que s'il est fait par des sociétés européennes. Et je demande à la Commission comment va-t-elle sécuriser demain,
alors que c'est donné à Amazon et à un certain nombre de sociétés américaines qui répondent au Patriot Act, comment elle va sécuriser les informations, y compris personnelles, s'il ne s'agit pas de cloud européen maîtrisé jusqu'au début par des sociétés européennes. J'attire également l'importance sur les microprocesseurs dont aussi bien après avoir auditionné les gens de STM que ceux de Huawei, c'est que les microprocesseurs ont des portes dérobées et qu'à tout moment, il peut y avoir fuite d'informations selon le microprocesseur que l'on a. Ce peut être un microprocesseur de fabrication diverse, mais on peut avoir des portes dérobées et la fuite des données. C'est une question auquel la Commission doit répondre, car il y va de la protection des données des citoyens. Le rapport Bowden, qui a été fait ici et qui a été auditionné par un des spécialistes de la question, ayant travaillé pour Microsoft et pour Google, a souligné l'importance de cette nécessaire protection des données qui est impossible aujourd'hui dans le cadre des sociétés américaines. En ce qui concerne le calcul à haute performance et la numérisation de l'industrie, je suis évidemment d'accord. J'attire votre attention que ceux qui sont les leaders de la numérisation de l'industrie et du service, leader mondial, puisqu'il s'agit d'un Français, n'utilisent pas le calcul à haute performance. Vous vous trompez. Écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez EADS, le directeur scientifique. Alors c'est un joujou intéressant, le calcul à haute performance, quand vous avez l'obligation de revenir sur l'ensemble des données, mais la plupart du temps, y compris Pasteur, l'Institut Pasteur, on utilise par séquence et on travaille par grappe d'ordinateur. C'est leur propre expression que c'est un joujou. Ce n'est pas mon expression. C'est Pasteur, c'est EADS, c'est un certain nombre de sociétés. Enfin, soyez un peu sérieux, mes collègues. C'est insupportable d'entendre ce que j'ai entendu. Processus. Non, ce n'est pas de la prétention, c'est de répondre à votre prétention à vous, ou la réalité est renvoyée à plus tard. Je finis. Moment. We keep our discussion in this committee. Chers collègues, au sein de notre commission, je pense qu'il faut rester axé sur le sujet. Pas de débat ou d'interpellation personnelle entre les membres. Dans ce débat, je ne pense pas qu'il y ait remise en question de votre personne. On s'est attaché au fond de la proposition, ou de votre proposition. Donc je vous en prie, maintenez la teneur de ce débat. Vous avez 30 secondes encore. Yes, President. Je veux simplement dire que l'attaque était quand même idéologique. Et je leur ramenais mes propositions à la dure réalité d'audition de sociétés réelles. En ce qui concerne maintenant le calcul quantique, je me tourne de nouveau vers la Commission. Elle sait, je le suppose, qu'il existe déjà un ordinateur quantique au Canada, que Google l'a acheté, que la NASA l'a acheté. Donc ce n'est pas un potentiel, c'est déjà un réel. M'étant interrogé sur cette capacité. Bon. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci de vos remarques. Quelques mots par rapport au calendrier. Délai de dépôt des amendements 20 octobre, 12 heures, midi. Vote en commission ITRE janvier 2017 et le vote en plénière n'a pas encore été décidé. Merci de ce débat et je vous propose maintenant de passer au point suivant. Point suivant de l'ordre du jour, c'est le point 9. Décision, revision, adoption du programme de recherche, fonds de recherche pour le charbon et l'acier et orientation multiannuelle technique pour ce programme. Alors, peut-être pourrions-nous lancer le débat. Ce fonds
pour le charbon et l'acier a été créé dès le départ de la communauté européenne du charbon et de l'acier, dont le traité est venu à échéance en 2002, il y a 14 ans. Donc, c'est un fonds qui est doté de 50 millions d'euros par an, plus ou moins, à des fins de recherche et d'innovation dans le domaine du charbon et de l'acier. Il est important de souligner le fait que 3/4 sont consacrés à l'acier et 1/4 au charbon. La proportion permet donc de consacrer beaucoup plus de fonds à la recherche fondamentale et à d'autres types de recherche